Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Aujourd'hui, on est de nouveau dans les locaux de Supernatural Club à Renan. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, c'est ceux qui font tout ce qui est Urban Kombucha et toute une autre gamme de boissons. Donc vous voyez les cuves derrière et puis ils ont la gentillesse de nous accueillir. Et puis si on est là, c'est qu'on a un invité qui a été demandé par les abonnés plusieurs fois, qui est Patrick Santilli, qui est psychologue, qui a un parcours atypique, comme beaucoup de gens que j'ai invités sur le podcast. Vu qu'il a commencé en tant qu'opticien, il est passé par la théologie, par la police, et puis maintenant, il est psychologue. Et puis aujourd'hui, on va aller se concentrer sur son approche, sa manière de faire de la psychologie qui est super intéressante et assez inédite. Et l'idée, c'est qu'on aille profondément là-dedans aujourd'hui. Du coup, Patrick, déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, ça fait un moment qu'on en parle, qu'on s'écrit. Donc voilà, c'était le bon moment pour venir ici. Je te propose peut-être de commencer par nous dire ce qui t'a amené au monde de la psychologie. Alors effectivement, juste avant la psycho, j'étais à la police. Et ce qui m'a amené à la psycho, c'était ce qui se passait à la police. Okay. C'est-à-dire que j'estimais qu'il y avait vraiment besoin de faire évoluer l'aspect psychologique au sein de la police, de faire évoluer ce que proposait le service psychologique de la police. C'est-à-dire que je constatais que les policiers ne venaient pas ou venaient vraiment quand ils étaient au bout du rouleau, en consultation au service psy. Et un des arguments qui faisait que les policiers ne venaient pas, c'était de dire ouais mais bon, ces psys, ils ont fait une formation qui est super, mais ils savent pas ce qu'on voit au quotidien. En gros, la phrase c'était tant que tu bouffes pas dans ma gamelle, tu sais pas ce que j'ai dans le bide. Et du coup, je m'étais dit tiens, moi qui ai fait une carrière très très complète au sein de la police, si je me forme en psycho, c'est pas un argument qu'on pourra m'avancer parce que j'ai travaillé dans les quartiers les plus difficiles de Genève, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré la psycho, au sein de la police. Mais donc, tu as aussi œuvré en tant que psy à la police ou dans la création d'une cellule peut-être plus C'était spécialisée. Mon projet. J'ai travaillé sur ce projet, j'ai présenté ce projet et j'étais le seul à qui le projet a plu. Donc, le pari que tu as fait n'a pas fonctionné. même avec quelqu'un qui venait de chez eux. Non, ça va pas. Non, ils ont estimé que tout était OK comme c'était. Ouais, OK. Bon, je pense que ça peut aussi des fois être un frein, le fait que tu viennes de chez eux, quoi. Ça peut être un frein peut-être à venir parler de situations compliquées, de venir se confier à quelqu'un qui était peut-être un ancien collègue ou encore collègue. Je sais pas à quel point c'était un frein. Non, au contraire. Je pense que non, c'était plutôt au niveau structurel. C'était vraiment au niveau de la hiérarchie. Okay. Au niveau des collègues, ça aurait passé plutôt bien, je dois te dire. Okay. C'était vraiment quelque chose de hiérarchique. La police, c'est une institution, je pense l'État en général, mais la police beaucoup, où on ne fait pas forcément bon accueil. Il y a des gens qui ont une idée comme ça et puis qui ont envie de développer leur truc. Beaucoup de mes collègues qui ont eu envie de développer quelque chose au sein de la police et qui se sont inscrits à l'Uni ou dans des hautes écoles pour pouvoir enrichir la police de leur nouveau savoir. Ce sont des gens qui ont donné leur démission et qui ont développé leur truc en parallèle. Donc, c'est pas vraiment un endroit professionnel où on va accueillir ce genre d'idées. On va plutôt préférer que ça soit de la hiérarchie qui dévienne et on te dit d'Ivoire, toi, on te verrait bien là, etc. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, toi, tu as fait cette formation en psycho. Au début, c'était dans le but de rester dans la police, mais d'ajouter ces cordes à ton arc. Complètement. Okay. Quand je me suis inscrit en psycho, pour moi, c'était vraiment... je me voyais rester flic avec un master en psycho, en fait, et vraiment développer la police. Quand j'ai commencé ma carrière à la police, je me voyais vraiment faire carrière à la police, quoi. Je me voyais vraiment faire... à l'époque, c'était 30 ans. Après, ça a beaucoup changé, mais je me voyais vraiment faire mes 30 ans de service. Okay. Et vraiment, ouais. Et donc... il y a eu du coup ce projet qui n'a pas vu le jour. Comment t'es passé après à te lancer en cabinet privé? Parce que à ce niveau-là, on a un parcours qui se ressemble où tu fais partie des rares, alors de moins en moins rares, j'ai l'impression, mais des rares psychologues non psychothérapeutes qui ouvrent un cabinet indépendant. Comment t'as sauté le pas?
Bon, le parcours, il est compliqué, hein, et je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai déjà pas mal répondu à des questions, à des podcasts notamment sur ça. Donc, je vais pas m'apesantir sur toutes les complications qu'il y a eu, parce que le parcours était long, en fait, entre le moment où je me suis dit, ah tiens, je me verrais bien psy, et le moment où j'ai ouvert mon cabinet, il y a quand même eu pas mal d'années, quoi. Mais ça a véritablement été pour moi une prise de conscience. Mais c'est ça qui est génial, en fait, c'est que les problèmes m'ont permis de réaliser ce que j'avais vraiment envie de faire. Je me verrais pas du tout, en fait, retourner dans un métier de salarié. Oui, il y a plein de trucs qui me manquent, évidemment, il y a plein de trucs qui manquent. Il y avait des choses extraordinaires à la police, enfin, tout le côté esprit de corps, esprit de groupe, camaraderie. C'est quelque chose qui est très, très important pour moi et qui me manque énormément. Mais ce que j'ai pu acquérir comme bénéfice en lien avec ce qui est super important pour moi en termes de mes valeurs, je l'ai réalisé grâce à ce parcours, en fait, que j'ai considéré comme étant difficile au début. En fait, c'était des obstacles. C'était des obstacles qui se présentaient à moi. Les choses ne se passaient pas comme j'avais prévu. Et finalement, c'est grâce à ça que j'ai réalisé, mais j'adore être libre, j'adore être autonome, j'adore cette indépendance. Et ouvrir mon propre cabinet, c'était ce qu'il y avait de plus haut pour moi comme réalisation professionnelle. Ok. Vraiment. Donc, tu as ouvert ce cabinet et tu t'es orienté plutôt vers ce qui est thérapie brève. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce genre d'approche? Qu'est-ce qui t'a orienté là-dessus et quels ont été peut-être les déclics qui t'ont amené dans ces approches-là? Alors, quand je me suis inscrit à l'Uni en psycho, donc évidemment, comme je l'ai dit, je comptais rester à la police et intégrer le service psychologique de la police. Ensuite, je réalise que ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette psycho? J'ai adoré mes années universitaires, j'ai adoré retourner sur les bancs d'école, apprendre des nouvelles choses. Donc vraiment, je me suis dit, ok, je vais continuer, il n'y a pas d'alternative. À un moment donné, j'ai pensé faire une carrière académique. Ouais. Je me voyais bien, en fait, poursuivre mes études parce que j'ai adoré la psychologie sociale, venant de la police, du coup, dynamique de groupe, etc. Je trouvais vraiment fascinant tout ce que je découvrais en psychologie sociale. Sauf que la psychologie sociale, c'est pas du tout... va trouver un job. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'offres d'emploi. Genre, on recherche un psychologue social. Donc, je me disais, faire un doctorat et puis faire ensuite ma carrière comme prof d'uni. J'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup transmettre. Durant déjà mon bachelor, il y avait des étudiantes qui me disaient « Ah, mais on te verrait bien comme coach ». Et puis, je ne savais pas du tout ce que c'était, en fait, que le coaching. Okay. Je voyais ça vraiment avec un regard, on va dire, assez condescendant, genre « Ouais, mais bon, c'est quoi ce truc ?» C'est des gens qui ont fait 2 semaines de formation. Et nous, on est quand même des gens qui ont fait des années d'études universitaires. Enfin, il ne faut pas mélanger les choses. Et puis, j'en étais resté un petit peu comme ça. Jusqu'à un moment donné où... j'en suis venu à découvrir certaines vidéos de certains coachs qui pratiquaient. Et ce qui m'a fasciné, c'est de voir la rapidité de leurs interventions. Parce que par le passé, j'ai fait de la psychothérapie. Et l'avant-dernier psychiatre que j'ai vu, je sais que j'ai fait 313 séances avec lui. Je sais que j'ai fait 313 séances parce qu'à un moment donné, comme j'hésitais à me diriger vers la psychothérapie et que pour être psychothérapeute, on doit avoir fait sa propre psychothérapie. Du coup, j'avais demandé à un psychiatre que j'avais vu par le passé ce qu'il pouvait me faire une attestation qui attestait du nombre de séances que j'avais faites. Et donc, j'avais vu son attestation et quand j'avais découvert, j'avais fait 313 séances. J'étais juste, waouh, ah ouais, d'accord, 313 séances, quoi. Et le boulot n'était pas terminé. Ouais. Et quand je voyais en parallèle des coachs qui, en quelques séances, voire en une intervention, permettaient à des gens de résoudre un problème où, dans le milieu de la psycho, on serait rentré dans une dynamique de suivi sur séance après séance, il y a quelque chose en moi assez naturellement qui m'a dit mais non, en fait, j'ai pas envie d'être dans cette dynamique psychothérapie classique. Je veux pouvoir aider les gens rapidement. Et ce qui a fait que je me suis dit que je voulais aider les gens rapidement, c'est que moi-même, ça m'a fait chier, en fait, de me taper 313 et plus séances de psychothérapie. Pourquoi, en fait, j'avais besoin de rester dans cet état de souffrance pendant aussi longtemps? Et à la fin de mon bachelor, entre mon bachelor en psycho et mon master, je me suis inscrit dans une école de coaching. Ouais. Et durant cette formation de coaching,
ma vie a changé à une vitesse complètement délirante. Et là, j'ai pu vraiment ressentir, goûter, tester en moi, genre voir, vivre, expérimenter que ce que j'étais en train de vivre dans le coaching, c'était tellement puissant et c'était tellement vrai, parce que je suis vrai, je suis authentique. Si je vais mal, je vais authentiquement mal. Je vais pas faire semblant d'aller bien, mais là, j'allais vraiment bien, en fait. Et j'ai eu envie de diffuser ça, parce que je me disais, mais c'est incroyable qu'on n'a pas ça dans la psycho. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un va mal, en psycho, on a la psychothérapie? Pourquoi le coaching n'est pas plus développé que ça? Et pour moi, c'est absolument naturel de me diriger là-dedans. Surtout que ces approches de coaching, donc ce que tu avais fait, c'était le Solution Focus Therapy. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, justement, on a beaucoup cette dichotomie en tête de soit tu es psychologue, soit tu es coach. Encore cet après-midi, on m'a demandé, mais en fait, c'est quoi que vous faites réellement? Puis en fait, ces techniques de coaching, elles ont... moi, c'est aussi dans cette formation que j'ai appris qu'en fait, elles avaient été créées par des psychothérapeutes qui s'étaient inspirés de toutes les approches psychothérapeutiques, qui avaient regardé simplement avec un autre œil à chercher justement quelles étaient les questions les plus impactantes. Clairement, à fond. Clairement. Je sais pas si tu penses un peu à Palo Alto, un peu tout ce qui s'est passé dans les années 80 dans cette région-là des États-Unis. Oui, c'est fascinant. Mais quand on redécouvre par la lecture justement des psychologues, des psychothérapeutes comme Erickson ou comme Albert Ellis ou comme Maslow, c'est juste des gens c'était des coachs en fait, quoi. C'était des coachs. Ce qu'ils faisaient, c'était du coaching par rapport à ce qu'aujourd'hui on définirait le coaching. Maslow parlait, il y a même un livre d'ailleurs de Maslow qui s'appelle Peak Experiences et Values and Religion, je crois, quelque chose comme ça, et où il expliquait qu'il voyait ce qu'il appelait des peak experiences, donc des expériences au sommet, des expériences peak, en fait, extatiques, et où il voyait des gens qui guérissaient de troubles psychopathologiques en une séance, en fait. Et aujourd'hui, tu racontes ça, on dit oui, bon, coach à l'américaine, quoi. Ouais. Alors, encore, c'est... Oui, pourquoi pas un coach à l'américaine, mais pourquoi est-ce que ça doit être dénigré? Alors c'est vrai qu'il y a Tony Robbins qui a popularisé ces approches, et c'est vrai que le premier contact qu'on a avec Tony Robbins, ça vient tellement en fait casser le pattern qu'on a de qu'est-ce que c'est un thérapeute, exactement, un thérapeute ou un coach ou comment on veut l'appeler. C'est clair que si le premier rapport qu'on a, c'est le documentaire Netflix I Am Not Your Guru, qu'on voit qu'il est dans un stade avec des milliers de personnes, c'est vrai qu'on se dit mais attends, c'est une rencontre pentecôtiste, c'est un coaching, c'est un concert de rock. Donc oui, et ce qui va déranger aussi, c'est de voir le résultat qu'il a. Je pense que pour des psys qui sont installés depuis longtemps et qui ont l'habitude de traiter des gens pendant des mois ou des années, ça doit être extrêmement désagréable de voir un type qui n'est même pas un psy obtenir du résultat en une intervention, résoudre des thérapies de couple, parce qu'il les résout. Typiquement, il y a des documentaires effectivement où on voit que les gens sont réinterviewés des mois ou parfois années après, et on voit clairement que les résultats qu'ils ont obtenus dans ces séminaires sont durables. Et je pense que ça doit être très désagréable, effectivement. Il faut avoir une certaine dose d'humilité. Quand tu es installé dans ta pratique depuis 10, 15 ans ou plus, et peut-être même que tu es un personnage dans le milieu de la psycho, et que tout d'un coup, tu as un type qui débarque comme ça, qui n'est pas psy, et puis qui obtient des résultats merveilleux, là où toi, tu n'en obtiens pas. Je pense qu'en termes de réduction de la dissonance cognitive, il doit y avoir un joli travail qui doit être fait justement pour dénigrer. Ce que fait ce monsieur que tu cites en l'occurrence. Et d'ailleurs, Psychologie Magazine avait écrit tout un article, ils avaient envoyé une de leurs journalistes, je pense qu'elle était psychologue d'ailleurs, sur une conférence de Tony Robbins, et tout leur article, c'était du dénigrement de A à Z, en fait. Et tu voyais que ça puait la réduction de la dissonance cognitive à fond la caisse, quoi. Il y avait une forme de... je vais dire de jalousie, quoi, aussi quelque part derrière, quoi. C'est qu'on n'arrive pas à obtenir les résultats que lui il obtient. Donc en fait, on va dire que c'est de l'endoctrinement et que ça tient pas sur la distance. Okay. Ça, c'est des choses... Alors, toi, tu parles beaucoup de ça parce que tu as un style dans ton coaching. Alors, je n'ai jamais été coaché par toi, mais des échanges, je sais que c'est comme ça que tu travailles. Tu
as aussi ce style sur les réseaux sociaux. Donc, tu es aussi quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, puis qui a une voix comme ça publique, et où tu défends de manière assez punchy justement ces approches brèves. Et du coup, qui reçoit aussi pas mal d'attaques à ce niveau-là sur les reproches typiques. Oui, mais vous avez des bons résultats avec des approches de coaching parce que c'est pas des problématiques très graves, très profondes. C'est un peu de la bobologie, si on veut. Comment tu réponds à ça? Et puis, toi, en fait, dans ta pratique, c'est quoi les problématiques que tu accompagnes le plus? Alors, c'est pas forcément de la bobologie. Je peux comprendre à nouveau l'argument de dire que ce qu'on fait en quelques séances, c'est de la bobologie. Bon, l'argument, il tient pas tellement parce que quand on récupère des gens qui ont fait X mois ou X années de psychothérapie et quand ils viennent me voir en quelques séances, c'est réglé. Bon, à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Alors, si c'est tellement de la bobologie, pourquoi est-ce que le psy qui l'a eu avant, il n'a pas été capable de faire le job en quelques séances? Donc, ça ne tient pas encore actuellement, là, juste maintenant. Je suis en train d'accompagner un jeune de 21 ans. Il a été consulté un psychiatre parce qu'il il commençait à développer une phobie sociale. Quelque chose de pas très compliqué. Je pense qu'il suffit d'avoir fait un cours d'introduction au TCC pour aider un jeune comme ça. Mais le psychiatre n'a pas trouvé d'autre chose comme idée que de le gaver d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Et au bout de quelques mois de ce genre de traitement médicamenteux, il s'est retrouvé ensuite interné en hôpital psychiatrique. Et puis les parents ne pouvaient plus en fait de voir leur enfant qui a été malmené, véritablement maltraité dans les deux sens du terme par des psychiatres. Et ils m'ont connu sur les réseaux sociaux, ils me l'ont amené, on a fait 4 séances. On a fait 4 séances et il n'a plus aucun trouble anxieux. Et j'ai contacté les parents pour vérifier si ce que le jeune me rapportait, c'était authentique. Et les parents disaient, mais ça va super bien et on n'a plus aucune inquiétude. Donc non, c'est trop facile en fait, l'argument de la bobologie. C'est pas vrai. Alors oui, parfois c'est vrai aussi, mais c'est aussi vrai pour les psys qui sont installés en tant que psychothérapeutes. Ils reçoivent des gens qui sont de la bobologie, sauf qu'ils savent pas faire le taf en 3 séances. Et c'est ça le problème, c'est ils accueillent et beaucoup de situations aujourd'hui. Les cabinets psy sont remplis, sont saturés. Et ça veut pas dire que les gens ont des troubles massifs. Il y a des gens qui ont juste besoin d'être aidés dans un laps de temps qui est court et qui est bref. Et je trouve qu'il y a il y a une urgence aussi à aider les gens de façon rapide, non seulement pour désengorger les cabinets et pour qu'on puisse accueillir les nouveaux venus, mais également parce qu'on sait très bien, ça tient la route quand on connaît un petit peu de théorie au niveau neurologique, de savoir qu'à force de laisser quelqu'un dans un certain comportement et dans un certain état, le cerveau va s'adapter à cet état-là. Et on a quelques études longitudinales qui ont montré qu'il y avait des relations causales entre laisser quelqu'un dans un état et le fait que son cerveau va se modifier. C'est un peu comme si quelqu'un disait « En fait, la vie est trop difficile, je décide de me mettre dans une chaise roulante. » Évidemment, ça va être cool pendant un petit moment, mais très rapidement, les muscles de ses cuisses vont fondre. Et puis, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, au bout de 24 mois, quand il dira « Bon, allez, maintenant je me lève », mais il ne pourra plus le faire. Il pourra plus, ce sera même plus une question de motivation, c'est qu'il aura physiologiquement, il pourra pas, même si tout fonctionne, mais ses muscles auront tellement fondu que on devra le prendre en charge avec de la physio et autres. Et au niveau psychologique, c'est la même chose. Il y a il y a vraiment des régions du cerveau qui se modifient chez les personnes qui restent longtemps dans certains états psychologiques. Et je trouve que c'est prendre le risque que ça se produise quand on accueille quelqu'un qui commence à être dans un état de burn-out, de déprime. C'est un risque que cette personne s'installe dans cet état et qu'ensuite, vraiment, au niveau neurologique, qu'il ait plus les mêmes ressources que durant la première période où il a commencé à aller mal. Voilà pourquoi j'estime que c'est aussi une urgence morale, éthique, déontologique d'aider les gens sur des thérapies brèves. Pour moi, c'est pas juste une option. Ah, est-ce que je suis plutôt pour les thérapies brèves ou pour les thérapies longues? Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait dire que quelqu'un doit souffrir plus longtemps. Aider quelqu'un sur 5 séances ou aider quelqu'un sur 3 séances ou sur 25 séances, c'est un laps de temps où la personne est en souffrance. Et je dois mettre de côté
mes petits goûts personnels, des approches, j'ai bien aimé cet auteur, j'ai bien aimé cette théorie. Ok, moi ça me trouble. Personnellement, si je dois être aidé, j'ai pas envie d'être aidé par quelqu'un qui préfère sa théorie plutôt que de m'aider rapidement à quitter ma souffrance. Bah, je pense que ça revient beaucoup en fait au mot que tu as dit avant, qui est l'humilité. Et de la part des thérapeutes, des psys, d'arriver à avoir une approche, enfin à sortir des guerres de clochers qui est quand même, qui sont vachement présentes, même si ces dernières années, même dans les branches à l'Uni, il y a des pratiques intégratives. Alors les thérapies brèves sont toujours pas très représentées, j'ai l'impression, dans ces pratiques intégratives. C'est quelque chose dans les définitions, même j'ai vu des articles, des fédérations qui, en gros, quand ils parlent de ce que c'est la psychologie ou la psychothérapie, ils citent 3 courants, alors qu'il y en a des dizaines, voire si ce n'est plus. Ça revient à l'humilité. Des centaines. Des centaines, ouais. Des centaines. Et puis encore, là, on parle peut-être de l'approche psy, mais finalement, le bien-être psychologique, puis ça, t'en parles aussi beaucoup. C'est pas que le cerveau, c'est la nutrition, l'activité physique, développement de compétences sociales. Donc là, si on rajoute ça, on est à je sais pas combien de milliers d'approches. Donc ça revient un peu à cette humilité de dire il n'y a pas forcément une approche qui est mieux qu'une autre, mais ça dépend aussi de la personne qui l'incarne, comment elle le fait, de la personne qui vient en thérapie, à quel moment elle vient. Et justement, je voulais te demander un peu, peut-être de décrire un peu comment tu travailles, à quoi ça peut ressembler des séances avec toi. Et puis aussi, quand est-ce que c'est le bon moment d'aller voir Patrick Santi ? Alors, ma grande préoccupation, c'est déjà de voir si la personne qui me contacte est au bon endroit. Et là, on fait un gros travail dans mon cabinet d'analyse de la demande. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui ferait sonner mon téléphone parce qu'il veut un rendez-vous n'aura pas forcément un rendez-vous. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est effectivement le résultat. Je pense que là, on l'aura compris. C'est l'efficacité. Et je ne suis pas la bonne personne pour tout le monde. Peut-être que je peux être la bonne personne pour quelqu'un, pour une problématique donnée, mais la personne, elle n'est peut-être pas à la bonne saison. C'est vrai que moi, je suis dans un moment, on va dire, un peu de récolte, où, OK, maintenant, c'est terminé l'hiver, et puis on passe au printemps, quoi. Et puis tu commences à accueillir ce printemps dans ta vie, et tu commences à récolter, quoi. La chaleur augmente un petit peu, et tu laisses derrière toi ta période hivernale. Mais il y a des hivers qui doivent être vécus. Il y a des hivers qui doivent être vécus. Et je ne suis pas la bonne personne, en fait, à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment une grande préoccupation qu'on a, de ne pas faire perdre du temps et de l'argent aux gens qui viennent en consultation, parce qu'un mauvais aiguillage dans l'analyse de la demande ferait qu'en première séance, je dirais à quelqu'un « t'es pas au bon endroit, je continuerai pas ». Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus pratiqué chez tout le monde, en fait, chez tous les psys, peu importe leur approche. Il n'y a pas une approche qui est meilleure qu'une autre. Il y a des approches qui sont pertinentes pour certaines personnes à certains moments et des approches qui ne le sont absolument pas du tout. Et ça devrait être fait systématiquement. Quelqu'un qui a envie de s'en sortir maintenant parce qu'il en a ras-le-bol d'être dans son burn-out depuis 6 mois, c'est injuste de lui dire qu'il doit continuer à fouiller son passé et qu'on aille vérifier si tonton Jean-Luc lui a pas touché le cucu quand il avait 16 ans. Enfin, c'est indispensable de pouvoir répondre à la demande des gens plutôt que de leur induire une façon de voir les choses. Parce qu'ils n'y connaissent rien. Ils savent pas. Ils peuvent pas dire à un psy « Ah bon, écoutez, si vous dites qu'il faut qu'on aille fouiller mon passé pendant 40 séances... Non, ils n'en savent rien. Donc, c'est vraiment de notre responsabilité de faire vraiment cette analyse de la demande. Quelqu'un qui a envie de sortir de son burn-out, dire maintenant, OK, c'est bon, j'ai traîné pendant 8 mois dans une forme de léthargie et de désespoir, j'ai vraiment envie de m'en sortir. Il n'a pas à être accueilli par un psychanalyste. C'est juste faux, en fait. C'est faux. La personne devrait lui dire « Je ne suis pas la bonne personne pour vous ». De la même façon que moi, je vais dire à quelqu'un « Je ne suis pas la bonne personne pour vous » si la personne me dit « J'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. J'ai besoin j'ai besoin d'être assis face à quelqu'un, j'ai besoin d'un vis-à-vis, et juste quelqu'un qui accueille mon récit et ce que j'ai à dire. Et je ne suis pas la bonne personne pour ça. » Donc ça, c'est vraiment
première priorité quand je bosse, c'est cette analyse de la demande et d'être sûr que les personnes qui viennent, elles sont au bon endroit. Et ça se passe généralement assez bien. Il y a toujours de temps en temps, il y a quelques erreurs, mais on le signale très rapidement durant la première séance, mais c'est assez rare quand même. C'est assez rare. Parfois, c'est des erreurs des deux côtés, où la personne, elle a une tellement mauvaise connaissance d'elle-même qu'elle pense qu'elle est au bon endroit, et en réalité, elle n'est pas prête. Il y a des gens qui ont tellement besoin de continuer à avoir leurs bénéfices qui sont associés à leur état problématique que quand ils se rendent compte qu'ils sont véritablement en train de perdre les bénéfices quand ils travaillent avec moi, en fait, on se rend compte que tout le monde est en train de perdre son temps, en fait. La personne qui vient, moi, et donc on dit ok, stop, tes bénéfices, tu les aimes bien, donc reste avec tes bénéfices et puis va voir quelqu'un d'autre parce que là, ça frotte un peu. Et sinon, une fois que la personne vient, c'est vraiment de clarifier quelles sont ses attentes. C'est hyper important que je comprenne quelles sont ses attentes, pas de la façon dont elle les formule forcément. Parce que très souvent, les gens formulent une problématique qui n'est pas bien formulée. Et très souvent, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes. Les gens ne sont pas cons finalement, hein. Mais ils posent le problème d'une certaine façon qui est pas juste. Et c'est pour ça qu'ils sont emmerdés dans leur problématique, avec des mots qui sont faux, avec une perspective des choses qui est fausse. Il leur manque des alternatives et des options dans leur façon de concevoir la situation. Donc c'est vraiment qu'est-ce que la personne veut dans la finalité, mais je vais reformuler à ma façon. Et une fois qu'on est d'accord sur pourquoi est-ce qu'on est en train de bosser ensemble, on se met en marche. Et là, je suis intégratif en fait dans ma façon de travailler, et je vais piquer des outils et des techniques à droite à gauche en fonction des gens. Il y a des personnes où tout d'un coup je vais me mettre en mode complètement psychothérapie traditionnelle, parce que la personne, je me rends compte que pour créer un lien durant la première séance, elle a juste besoin que je ferme ma gueule et que je l'écoute pendant 45 minutes, et que si je fais pas ça, je crée pas le lien. C'est assez rare parce que généralement les gens ils savent qui je suis grâce à la présence sur les réseaux sociaux, et donc ce lien, quand ils arrivent, il est déjà quand même pas mal assez fait, hein. C'est quand même assez avantageux. Mais parfois, il y a des gens qui racontent des telles histoires de souffrance de leur passé. Quand ils le racontent, on se rend compte que personne ne les a vraiment écoutés, personne ne les a jamais compris, accueillis dans leur souffrance. Évidemment que je ne peux pas dire à une telle personne « Bon, écoute, en fait, je m'en fous de ton passé. » Mais parfois, j'ai besoin de dire ça à des gens. Typiquement, des gens qui ont déjà fait X mois ou X années de psychothérapie, ils ont déjà tout raconté, en fait. Et donc là, je peux être assez brutal. Et là, je vais utiliser des techniques de provocation ou des choses assez brutales. Ça m'est arrivé de dire à quelqu'un au bout d'un quart d'heure de séance « Est-ce que tu vas chialer encore longtemps ?» Et ça a été vraiment une phrase déclic pour cette personne. Genre en séance numéro 2, elle est arrivée, elle avait changé. Elle m'a dit cette phrase, j'avais besoin d'entendre ça. Donc tout est possible. Il faut juste s'adapter. J'ai lu le week-end passé l'ouvrage La thérapie provocatrice de Farelli. J'avais vu que tu en parlais, puis je me suis dit mais tiens, en fait il y a plein d'approches comme ça où tout d'un coup je me dis mais tiens, ça c'est des trucs que je fais, d'utiliser l'humour ou des choses, mais je me sentais pas forcément légitime, et puis ça m'a vraiment encouragé à tester différentes choses, ce bouquin, parce que justement il relate des trucs qui paraissent, alors ils sont décontextualisés des fois, donc on lit ça, on se dit oh purée, c'est hyper violent, mais j'aime bien ce qu'il dit, où il parle en fait il faut utiliser n'importe quel moyen pour aider l'autre, et il dit un truc du genre que la personne qui vient en thérapie, elle peut utiliser tous les coups, elle peut frapper en dessous de la ceinture, elle peut mentir, elle peut faire plein de choses, et du coup le psy doit pouvoir utiliser les mêmes armes contre la personne qui vient. Toi, c'est un peu quoi tes autres justement courants dans lesquels tu vas puiser ces temps, en tout cas, c'est quoi qui t'inspire? Énormément d'inspiration de la PNL. Il y a pas mal de choses. Comme j'ai beaucoup lu, et je me suis rendu compte que tout d'un coup, je me suis mis à créer moi-même une espèce d'approche. Et finalement, quand je partage avec d'autres personnes qui sont très spécialisées quelque part, qui vont me dire « Ah, mais ça, c'est typiquement de l'hypnose ericksonienne. Ça, c'est typiquement de la PNL. » Et donc, j'ai « Ah bon? Ah ouais ?» Et en fait, je pense qu'assez naturellement, j'intègre les choses extrêmement rapidement.
j'ai une faculté à comprendre très rapidement et à intégrer très rapidement et à pratiquer de façon juste très rapidement. Et donc, je quitte le livre assez vite et j'oublie que je suis en train de respecter une méthode et je regarde ce qui se passe en face. Je regarde ce qui se passe avec la personne et j'adapte. Et je me retrouve des fois vraiment, et même souvent, à improviser complètement un certain nombre de choses. Ce qui a fait que j'ai demandé récemment à mon assistante, qui est également coach et qui travaille aujourd'hui avec moi aussi en tant que coach, de venir observer comment je travaille pendant des séances avec l'accord des clients et pour qu'elle décortique ce que je suis en train de faire. Et elle m'a rapidement, elle m'a dit qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment des patterns et qu'il y avait une structure dans ma façon de travailler, alors que moi-même, je ne m'en rends pas compte parce que c'est quelque chose qui est spontané dans ma façon de faire. Mais elle me dit, ah, mais tu poses ça comme question et tu as ça comme attitude quand la personne répond. Donc voilà, je me suis vraiment inspiré d'énormément de choses. Pour moi, ce qui m'a toujours poussé à m'intéresser à une méthode, c'était l'efficacité. C'est point barre, en fait, c'est ça. C'est quand je vois un thérapeute, peu importe qui il est, peu importe s'il est coach, s'il est psychiatre, s'il est psychanalyste, je m'en fous complètement. Si ce qu'il fait permet à quelqu'un de se rétablir rapidement, je suis fasciné par ça. Et comme on est psy, Julien, on se rend aussi assez rapidement compte quand il y a quelque chose qui est ouais, bon, là c'est du olé olé, ou quand quelque chose est quand même fondé et c'est sérieux. Et donc c'est pas trop risqué, je trouve, quand on est psy et qu'on a une bonne connaissance de la psycho, de dire ah tiens, ça c'est innovant, pourquoi pas, mais ça tient la route. Ça tient la route, on peut l'expliquer même sur des bases scientifiques, ça tient la route, même s'il n'y a pas forcément de evidence-based dans cette pratique, mais on pourrait se dire, ok, je peux comprendre pourquoi c'est jouable. Donc, assez difficile de dire concrètement comment je travaille. Évidemment, j'ai commencé à travailler avec du solution focus pur, parce que ça a été ma formation de base. J'ai bouffé des centaines d'heures de formation de Tony Robbins. J'ai adoré regarder coacher le fondateur de la PNL, enfin un des fondateurs de la PNL, qui est Richard Bandler. J'ai trouvé fascinant sa façon de coacher. J'ai regardé des vidéos de Milton Erickson dans sa façon de parler aux gens. En fait, je suis toujours intéressé par ceux qui sont à l'origine des mouvements. Je suis toujours très, très intéressé de voir ce que j'arrive à trouver des fondateurs. Et quand on découvre les fondateurs, on se rend compte que leurs personnes, en fait, c'est des personnages. Ouais. C'est des personnages. C'est pas juste une technique. Tu dois habiter. Tu dois habiter la technique. Et du coup, pour moi, ça colle bien parce que je suis assez entier, j'ai un gros caractère et puis il y a des méthodes qui vont aller plus facilement que d'autres chez moi. Quand je dois provoquer quelqu'un, par exemple, je suis complètement à la maison. Je me sens vraiment chez moi. Et donc, ça va être une méthode qui va... Et aussi, les gens vont le sentir. Ils vont pas se dire « Oh, mais lui, là, il est en train de faire une technique. On voit, il est pas à l'aise. Il est en train de trembloter pendant qu'il est en train de me dire ça. » Je suis vraiment super dense quand je suis en train de travailler. J'incorpore vraiment les choses et avec une vraie densité, ouais. Tu fais la transition à ma place, c'est parfait, parce que tu as tout de suite parlé justement de grands noms, Erickson, Bandler ou d'autres. Et puis, alors, je vais peut-être juste faire une parenthèse avant, parce que tu dis les choses, elles me viennent assez spontanément. Pour moi, je le vois quand même, et ça c'est tout à ton honneur, c'est quelque chose que j'admire chez toi, c'est que tu te documentes énormément, tu lis beaucoup d'études scientifiques, etc. Et donc, je pense que au bout d'un moment, ça te paraît un peu spontané, mais c'est qu'en fait, il y a eu tellement de travail derrière. Moi, je le vois un peu comme un art martial. Premièrement, où un des trucs dans les arts martiaux, c'est de garder un esprit du débutant, c'est-à-dire de ne pas venir avec toutes ces préconceptions. C'était Bruce Lee qui disait il faut pouvoir vider sa tasse de thé avant de pouvoir la remplir. Donc moi je vois vraiment cet état d'esprit où justement tu es prêt à mettre de côté certaines conceptions pour t'intéresser à d'autres choses. Puis après il y a la répétition qui fait que tout d'un coup ça semble naturel, mais parce qu'il y a le travail qu'il y a derrière. Et je pense que ça c'est un truc dans n'importe quel métier, mais je trouve que ce qui est très inspirant chez toi et dont j'incite les psys ou autres à s'inspirer, c'est
d'avoir ces deux phases, autant de se plonger très profondément dans la théorie, la formation, puis ensuite d'aller tester. Maintenant, je reviens à ce que je disais avant. C'est une chose, en effet, de se former à des approches, par exemple des thérapies brèves, solution focus, mais comme tu le dis, il y a si ces hommes, Tony Robbins, Erickson ou autres, avaient autant d'impact, c'est aussi par leur personne et par leur charisme. Et donc, il ne suffit pas de juste répéter, typiquement Erickson, moi, je me suis formé à l'hypnose ericksonienne, j'ai testé des fois il donnait des devoirs comme ça, par exemple, les gens insomniaques, il leur disait si à 2h du matin, vous ne dormez pas, vous cirez votre parquet toute la nuit. Puis au bout de 3 nuits où ils ciraient vraiment le parquet, ils en avaient marre, puis ils s'endormaient. Moi, j'ai essayé. J'ai clairement, apparemment, pas le charisme d'Erickson, parce que les gens, ils sont revenus, puis ils m'ont dit, non, j'ai pas lavé toutes mes vitres. Ah non, ils l'ont pas fait. Ah bah non. Ils l'ont pas fait. Donc, comment... alors, toi, peut-être ça t'est venu assez naturellement, mais comment est-ce qu'on peut, justement, pas seulement apprendre des techniques, mais développer son charisme, sa manière d'interpréter ces techniques? Ouais, Julien, chez moi, c'est quelque chose qui est, je pense, assez naturel. Je sais pas, tu vois, si on peut enseigner ça à quelqu'un. Je pense que pour moi, la psycho et le développement personnel, je le vis. C'est vraiment ma vie, c'est vraiment ma passion. Je le vis au quotidien. Mon job, c'est simplement le prolongement de ma vie. J'ai pas ma vie et un job à côté. S'il y a quelque chose qui joue pas dans ma vie, immédiatement, il y a plein de voyants qui s'allument chez moi, en fait. Je suis pas un gars qui roule avec sa bagnole avec plein de voyants qui sont allumés et puis qui dit « ouais, on verra bien ce qui va se passer ». J'ai cette conscience très, très claire d'où j'en suis dans ma vie. Et quand je me présente devant les gens, en fait, je vis ce que je dis. Et c'est ça qui me permet d'être incisif et d'être impactant. J'ai été capable de transformer ma vie. J'ai pas raconté d'où je venais, puis c'est pas forcément le but de ce podcast, mais enfin, je viens de loin, en fait. J'ai connu le monde de la rue, de la drogue. Beaucoup de mes potes, ce sont des gens qui ont été en tôle ou ils sont déjà enterrés. Donc, c'est pas normal que j'en sois là où j'en suis. Et je dois énormément à la psychologie, au développement personnel. En fait, ça m'a sauvé la vie. Donc, je suis puissamment habité par ça. C'est pas juste une théorie, je fais pas juste un job, en fait. Parce que tu as listé mes jobs que j'ai fait jusqu'à maintenant. Moi, demain, je change de job, j'en ai rien à foutre. Vraiment, genre, je suis très peu tenu par un sentiment, un besoin de certitude. Si demain, j'ai envie d'aller louer des jet skis en Thaïlande, je pars et je le fais et je développe un business de ça et je sais que ça va marcher. Donc, si je continue à faire ce métier, c'est parce que vraiment, je suis habité par ça. Et est-ce qu'on peut apprendre ça à quelqu'un? Je pense qu'on peut être un modèle. Je pense qu'on peut inspirer des gens. Je pense que parmi les gens qu'on a cités tout à l'heure, finalement, c'est des gens qui nous ont inspirés. Je pense que c'est pas pour rien si on les a aimés. Je pense qu'il y a une partie de nous qui a dû résonner à un moment donné. Et je pense qu'on peut faire la même chose pour les gens. Je sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, je suis super heureux. De temps en temps, il y a des jeunes psys qui me contactent ou des étudiants en psycho. Ouais. Et quand ils disent qu'ils ont envie de nous connaître ou de venir travailler avec nous, ou qu'on les inspire, waouh, je me dis putain, c'est cool, quoi. Ça mérite toutes les critiques que je me ramasse dans la gueule. Juste un gars qui est en psycho et qui me dit ah, mais ouais, tu m'inspires et c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Je me dis c'est cool, en fait. Je me suis pas réveillé pour rien aujourd'hui. Ouais. Et à nouveau, tu fais une belle transition parce que moi, je vois beaucoup de gens de psy qui me suivent sur les réseaux sociaux et je pense que je les inspire de par ma communication, du fait que comment je communique sur les réseaux. Toi, tu es super présent aussi là-dessus. Et je pense que ça avait beaucoup de valeur parce que moi, en tout cas, j'y mets beaucoup de valeur parce que ça m'a permis de faire le métier pour lequel j'ai étudié. Et sans ça, je pense que je me serais peut-être réorienté. Donc, je pense que ça a beaucoup de valeur. J'espère aussi que c'est pour mes approches. Et puis... justement, je vais accueillir une stagiaire. J'en avais déjà eu une. Puis après, je m'étais dit, ouais, je vais arrêter. Ça me prend quand même beaucoup de temps. Et puis, voilà, j'avais peut-être plus l'envie. Puis là, j'ai craqué. J'ai réaccepté une parce que je me suis dit, en fait, si je parle autant de ces approches, c'est une chose. Je peux en parler un peu dans mes vidéos, mais c'est aussi une manière de contribuer au monde de la psycho que d'accueillir des étudiants.
et puis de leur montrer concrètement dans un cabinet à quoi ça ressemble une thérapie brève, parce qu'ils n'auront pas l'occasion de le voir ailleurs. Et ça m'amène à te poser un peu la question de un peu ta mission, enfin, ou tes objectifs par rapport au monde de la psychologie. Parce qu'on a bien compris un peu le travail que tu fais avec tes clients, mais je sais que tu es très actif justement par rapport à certaines revendications dans le monde de la psychologie, des traitements, etc. C'est quoi un peu l'objectif qu'il y a derrière? C'est quoi que tu aimerais voir arriver dans ce monde-là? Alors, je suis assez pondéré maintenant. Bon, j'ai 50 ans aussi. Donc, je sais que je peux très vite partir en croisade. J'ai une nature guerrière qui est assez naturelle. Et il faut que je fasse attention de ne pas perdre mon temps avec des choses qui, finalement, peut-être que quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qui fait partie du développement de la jeunesse aussi, hein, de se battre pour une cause et d'être très activiste et des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai, tu me vois publier pas mal de choses qui peuvent contredire ou qui peuvent remettre en question certaines choses fondamentales dans des approches psy ou la psychiatrie aussi, dans le modèle psychiatrique, la prescription des produits psychiatriques. Mais je ne suis pas du tout en croisade, en fait. Vraiment, je m'attends à rien de particulier, si ce n'est que voilà, si quelqu'un est interpellé par une de mes publications et se dit « Ah tiens, c'est pas si... c'est pas si clair que ça, comme on me l'avait dit, donc il y a peut-être des autres teintes qu'il faudrait que je considère. » Voilà, je suis content. Mais globalement, je m'en fous, en fait. Mais vraiment, j'ai été contacté par une journaliste cette semaine parce qu'elle a vu certaines de mes publications et elle pensait vraiment que j'étais dans une dynamique, tu vois, genre... révolutionnaire, tu vois, genre on va tout retourner. Et puis non, puis je dis écoute, moi je parle volontiers avec toi et je t'explique volontiers ce que je vois et les choses dont je suis témoin. Mais voilà, enfin, je vais pas partir en croisade contre des choses que j'estime qui mériteraient effectivement de disparaître. Mais j'ai beaucoup de plaisir quand même à les découvrir toujours. En fait, généralement, je publie assez en live. C'est-à-dire que je découvre quelque chose et je le balance. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est un peu un partage où je redonne plus loin. Comme tu l'as dit, c'est vrai que j'étudie chaque jour. Je consacre plusieurs heures par jour à mon développement personnel. Et il y a une partie de lecture. Et donc, évidemment, je vais chaque jour découvrir quelque chose. Et puis, souvent, quand je publie ce genre de choses pour faire une critique, par exemple, de la psychiatrie ou certaines méthodes de psychothérapie, c'est parce que j'ai lu quelque chose et puis, du coup, bam, je le diffuse. Mais une fois que c'est diffusé, je ne suis pas du tout en train de me dire j'espère qu'il va se passer quelque chose de particulier. J'espère juste que ça puisse toucher quelqu'un, en fait, puis quelqu'un puisse en trouver une certaine valeur, comme moi, j'ai trouvé une valeur en le lisant. Voilà. Ok. Donc, assez plus dans le côté information, inspiration, puis de voir, en fait, laisser après le truc faire son effet. Non, mais je suis beaucoup plus modéré que ce que les gens peuvent le penser. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas peur des représailles. Je pense que c'est ça qui trouble un peu les gens, c'est qu'ils ont l'impression que je suis un activiste. Mais en fait, je suis juste un gars qui partage mes idées. Et parfois, c'est des idées qui peuvent être, effectivement, qui peuvent rencontrer beaucoup d'opposition et beaucoup de gens ont peur. Énormément de gens ont peur dans le milieu professionnel et je me rends compte parce que les gens me contactent en privé pour me dire que j'ai raison. Typiquement sur LinkedIn, qui est la plateforme, bon, elle est connue pour être la plateforme où il y a la communauté la plus silencieuse de toutes les plateformes. Vu que ça engage les gens sur leur sphère professionnelle, ils sont un peu plus discrets. Mais je reçois des messages de psychiatres en privé qui me disent des choses comme j'ai fui l'hôpital psychiatrique dès que j'ai pu et j'en reste traumatisé encore à ce jour. Et qui me parlent de leurs confrères en me disant ce sont des fous sadiques. J'ai des psys qui m'écrivent pour me dire mais je trouve qu'ils me font confiance parce qu'il y a vraiment des messages comme ça où ils me les écrivent, genre je les ai dans mes messages privés de réseaux sociaux, mais d'autres me contactent pour me rencontrer et j'ai eu des rencontres comme ça avec des psychiatres par exemple qui me disaient mais j'ai l'impression que 90% de mes collègues sont des fous en fait, voilà. Donc il y a des gens qui me contactent en privé, j'aime bien les rencontrer, mais je ne vais pas vraiment plus loin. Je ne vais pas me dire on va créer une association de lentilles, tu vois, quoi que ce soit en Suisse.
Mais simplement, j'ai pas peur de ce qui peut se passer quand je publie quelque chose. Mm. Et donc, ça peut donner effectivement une impression de quelqu'un qui est très guerrier. Je le suis si on vient me faire chier, mais quand je publie quotidiennement, c'est juste pour donner de l'information. Mm. Bon, puis ça revient à donner... Je trouve que ça peut revenir aussi à l'approche que tu as peut-être dans la thérapie, qui est de choisir aussi où est-ce qu'on va mettre notre focus, et puis de le mettre sur qu'est-ce qui est réellement important, et pas dans un truc qui est négatif. Tellement. Et est-ce qu'on peut retrouver malheureusement dans beaucoup de milieux très activistes. Ouais. Alors, il faut des personnes qui sont actives pour toutes les luttes qui existent, Ouais. mais moi, j'en ai beaucoup reçu des personnes très militantes à mon cabinet et qui sont, en fait, qui sont confrontées justement en fait, à des choses qui bougent pas ou peu et qui sont du coup dans une frustration énorme au quotidien. Et ça, il faut savoir le gérer. Et ça passe aussi après par des choix à se dire, OK, je vais peut-être dénoncer ça, mais je vais quand même, peut-être mon énergie, je vais la focaliser au bon endroit. Non, complètement. Et puis avec aussi les années, hein, je disais, j'ai 50 ans, j'en ai mené des combats contre des monstres institutions, enfin genre typiquement ce qui s'est passé avec la police, voilà, enfin genre c'est l'État de Genève, et j'ai eu quelques bras de fer avec des monstres. Il y a des combats, il faut accepter qu'ils sont perdus d'avance en fait. C'est pas du défaitisme, c'est juste que c'est une réalité. Il y a des choses qui vont pas changer après-demain. On sait même pas d'ailleurs si elles vont changer dans 50 ans. Mmh. Donc, si on peut faire en sorte que des individus évitent d'être victimes de certains traitements, c'est une bonne chose. S'il y a juste une personne qui a une meilleure qualité de vie juste parce qu'elle a lu une publication qu'on a pu faire, moi, je trouve que le job a été fait. Voilà. Après, d'imaginer qu'on va réformer une pratique qui date de centaines ou plus d'années, bon, voilà, enfin, je laisse ça aux plus jeunes. Et je trouve intéressant parce que c'est aussi quelque chose, je trouve, qui peut être encourageant, que moi j'utilise personnellement, mais auquel j'encourage aussi les jeunes psys qui se lancent sur les réseaux sociaux. Quand on se lance, on se dit mais à quoi bon? Parce que voilà, on a 10 abonnés et puis notre vidéo elle fait 30 vues. Mais d'avoir cette optique, en fait, qu'une vue, ça peut changer une vie. Et puis un message, c'est incroyable. Une info. Moi, le truc le plus flagrant dernièrement, c'était j'ai partagé l'impact de la pilule contraceptive sur l'humeur, puis le fait que ça peut créer parfois des crises de panique ou des symptômes dépressifs. Voilà, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant, parce que je l'ai déjà posté plusieurs fois cette vidéo, parce que ça marche assez bien, et des gens qui me réécrivent, depuis la dernière vidéo, j'ai arrêté la pilule, j'ai vu ça avec ma gynéco, et puis du coup, mes symptômes sont partis. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est la valeur de partager ces messages-là, c'est que faut le voir en vie impactée et pas juste en vue, en like qu'on reçoit. Ouais, et puis c'est incroyable parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un ratio, enfin, on a un potentiel de vue qui est juste monumental avec les réseaux sociaux et on peut, enfin, ça peut donner le vertige et on peut perdre de vue des aspects très terre à terre, quoi. C'est que tu parles de 30 vues, mais enfin, si on reprend ça sur une perspective ancienne et tu dis, OK, je vais à la place du village et il y a 30 personnes qui m'écoutent, c'est quand même pas mal d'avoir rassemblé 30 personnes sur la place du village, quoi. Puis aujourd'hui, on va dire, mais 30 vues, ça vaut rien du tout. Non, je trouve ça extraordinaire, en fait. 30 personnes qu'on a pu rassembler, qui ont écouté ce qu'on avait à dire. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse rassembler 30 personnes comme ça sur la place du village. Et ça, on perd de vue. Et je pense effectivement que si on peut inspirer des gens à se lancer aussi, à partager des idées innovantes sur la psycho, qu'ils n'aient pas cette espèce de vision de performance quantitative du chiffre, mais qu'ils soient plutôt mus avant tout par un esprit de contribution. Est-ce que cette vidéo, elle peut toucher une personne? C'est incroyable de faire ça. Il y a plein de gens qui ont vécu une vie et qui seraient incapables de dire s'ils ont touché une vie. Ouais. Des gens qui peuvent avoir 50 ans, 60 ans, si on leur demande est-ce que tu penses que tu as pu transformer une vie dans ta vie, il y a plein de gens qui diraient je sais pas. Et on a ce privilège de pouvoir le faire. Donc on doit perdre de vue la question du chiffrage, du nombre de vues et du like. Cette mentalité d'influenceur,
elle est bonne à avoir, mais en second plan. Ouais. Elle est bonne à avoir pour développer quelque chose, Mhm. pour avoir les bonnes stratégies de communication, de marketing, de branding. C'est excellent. Mais il ne faut pas être habité par ça avant tout, parce qu'autrement, tu fais de la merde aussi et tu communiques de la merde. Parce que tu ne vas pas être vrai, authentique, parce que tu vas dire « Ah, mais cette vidéo, elle ne va pas faire beaucoup de likes. Ok. Et ça revient, alors ça je l'ai dit je pense dans quasi tous mes podcasts, mais tu l'as mentionné avant, tu disais le fait que je sois présent sur les réseaux sociaux, les gens savent à quoi s'attendre. Et alors, ça c'est ma petite théorie que je répète à chaque fois, mais c'est que l'alliance thérapeutique, c'est un des facteurs qui fait qu'une thérapie fonctionne. Le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, ça permet d'informer sur les différentes pratiques, parce que clairement les gens ils pensent psy, ils savent pas qu'il y a plusieurs approches. Et puis 2, quand ils viennent te voir, me voir, il y a déjà une grosse partie du travail qui est fait, parce qu'ils savent déjà à quoi on ressemble, comment on travaille. Ils nous apprécient déjà dans notre façon d'être. Et donc, on peut directement... C'est aussi ça qui permet que ça soit bref. C'est que dans d'autres cabinets où les gens, en fait, ils arrivent, ils n'ont même jamais vu la tête du psy, c'est clair, le contact, il doit se faire petit à petit. Clairement. Donc, encore un encouragement. Et il y a une chose, du coup, tu disais, le développement personnel, c'est quelque chose qui t'habite au quotidien. Ça m'intéresserait de savoir justement à quoi ça ressemble ta routine, parce que je sais que tu vis ce que tu prêches. C'est sur quoi que repose ton équilibre, ton bien-être Alors, psychologiquement, j'ai fait pas mal de boulot par le passé. Donc, je mets essentiellement mon focus aujourd'hui sur des aspects, on va dire, physiques, de santé physique. Donc, je vais passer plus de temps à être attentif à des aspects vraiment physiques. Donc, ça va être mes heures de sommeil. Je vais vraiment respecter mes heures de sommeil. Si je suis en déficit de sommeil, très rapidement, je vais corriger ça. En fait, l'image que je t'ai donnée avant, vraiment du tableau de bord avec les voyants, j'ai une conscience très très claire. Je connais tous mes voyants. Et je ne vis pas une vie où tout d'un coup un voyant s'allume et puis je mets un bout de scotch dessus. Puis je dis, ouais, mais tant pis, je suis sûr que ça va bien se passer. Non, je sais que s'il y a un putain de voyant qui s'allume, ça va pas bien se passer. Donc je traite à chaque fois dès qu'il y a un voyant qui s'allume. Et des fois, des gens peuvent avoir l'impression que je vais pas bien ou que tout d'un coup je craque. Parce qu'ils disent mais putain, mais hier il allait bien, puis aujourd'hui il est en train de dire ah putain, mais non, maintenant il faut qu'on me foute la paix. Non, c'est qu'en fait tout d'un coup j'ai un voyant qui s'allume et je pourrais tenir encore pendant 3 mois comme ça, mais je veux pas le faire. Donc très vite je me dis ah ok, là il y a une surcharge de travail et donc je peux par exemple dire à mon équipe bon en fait demain je veux voir personne. Puis ils vont dire en fait il a pété un plomb, le mec il est bipolaire. Pas du tout, c'est juste que non, je l'ai pas vu venir et il y a ce voyant qui s'est allumé. Donc il y a vraiment ces aspects-là où je suis hyper rigoureux avec ma connaissance de moi. Donc ça passe par le sommeil. Ça passe par l'alimentation. Je suis très conscient de mon alimentation. Je pense que je suis très vigilant aussi. Je suis tellement habitué à ça que je ne sais pas exactement comment je dois me définir. Peut-être que quelqu'un me dirait que je suis hyper rigoureux. Je n'ai pas l'impression que je suis hyper rigoureux. Si tu me proposes tout à l'heure d'aller manger n'importe quoi, je vais venir manger n'importe quoi avec toi. Je ne vais pas dire « Oh là là, non, je ne vais pas aller manger de burger parce que non, je vais manger. » Parce que justement, comme je fais attention tout le temps, ou le plus souvent possible, je sais que c'est pas un burger ou une bouffe, une junk food qui va tout foutre en l'air. C'est comme si je me brosse pas les dents ce soir, je vais pas être alarmé parce que je me suis pas brossé les dents ce soir. Et donc, ça fait partie des choses dans lesquelles je suis attentif. Donc, je te dis le sommeil, ma nourriture, mon hydratation, l'activité physique. Chaque semaine, je suis très, très attentif à ça, d'avoir tout le temps ma dose nécessaire de sport. Le matin, j'ai besoin de temps. Je me réveille souvent en début de semaine. J'ai des horaires différents en début de semaine ou en milieu de semaine. Donc je crée de la variété aussi dans ma façon d'organiser ma semaine. Mais en début de semaine, je me réveille autour de 4h30, 4h45 parce que je bosse de 7h jusqu'à 19h. Et donc, je me donne vraiment du temps, même si j'habite à un quart d'heure de mon cabinet, mais c'est exclu que je me réveille une demi-heure avant de partir bosser. Donc, je me réveille vraiment 2 heures avant ou plus. Ça me donne vraiment du temps justement pour lire. Je médite pas, comme on pourrait imaginer de la méditation. Genre, je vais pas allumer des bougies et cramer de l'encens chez moi, mais ça va être une réflexion sur une citation ou un bout de texte ou quelque chose comme ça. Et puis, tous les matins, j'ai un temps avec une douche extrêmement chaude.
où j'en profite pour me détendre, faire des exercices d'étirement, et que je termine avec une douche glacée, le plus froid possible. J'ai des petits déjeuners qui sont extrêmement protéinés, des bons gros petits déjeuners qui ressemblent un peu à ce qu'on mange quand on est en vacances, comme ça, dans ces buffets à volonté, etc. Et je fais extrêmement attention tout au long de la journée à mon alimentation et à ce que je mange. Après, au niveau de l'aspect psychologique, j'ai envie de dire, hormis mes lectures du matin et aussi mes lectures du soir, notre métier fait qu'on est en séance psy toute la journée. Donc, en termes de séance psy, j'en fais 6 par jour, quoi. On a les contre-exemples en face de nous. Donc, c'est un win-win, en fait. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte, mais ils nous enrichissent. Et on ne se rend pas compte, réellement. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on est enrichi par notre métier. On est là, on se dit, en fait, on est en train de donner, mais en fait, on reçoit aussi énormément. Et donc, ça fait partie de ce genre de choses. Et je me rends compte quand je suis en vacances, par exemple, où j'ai vraiment énormément besoin d'augmenter, du coup, l'aspect psychologique de mon développement personnel, parce que ça me manque, justement, ces interactions psychologiques avec des gens. Et je trouve intéressant ce dernier point parce que souvent, moi, j'ai des clients qui me disent « Mais comment vous faites pour écouter des gens toute la journée, se plaindre ?» Et puis, justement, je leur dis « Mais en fait, déjà, c'est pas ça. » Déjà, je passe pas ma journée à écouter des gens se plaindre parce que c'est des échanges, comme tu dis, et puis ça peut être enrichissant des fois dans un contre-exemple où moi, ça m'arrive, surtout dans les séances quand les gens me parlent de leur couple, quand c'est des situations très dysfonctionnelles où je rentre, je vois ma compagne et puis je la remercie du fond du cœur qu'on a une belle relation. Mais ça peut être aussi dans des exemples de résilience, de force que certaines personnes déploient. Donc c'est vrai que c'est une belle façon de le présenter. Je trouve intéressant parce que finalement, tes routines, on pourrait se dire que... Enfin, là, tu es psy, mais on pourrait se dire que tu es athlète, finalement, oui, de haut niveau. Je considère ça comme ça. Je considère vraiment que, étant donné que j'ai des hautes exigences de performance, je ne peux pas avoir une hygiène de vie qui correspond à la moyenne des gens. J'ai décidé d'avoir des standards et des exigences qui sont plus hautes. Effectivement, je ne peux pas vivre... C'est évident, il faut adapter. Comme un athlète, si tu veux avoir un certain résultat, tu dois faire en sorte que ta vie elle corresponde à tes ambitions. Et je ne peux pas avoir envie de récolter un champ et de ne pas avoir envie de me réveiller le matin pour aller travailler mon champ. Donc je sais ce que j'ai envie de récolter, donc je sais effectivement le travail que ça procure. Mais oui, l'image de l'athlète, c'est clairement aussi ce que je dis quand des gens autour de moi qui ont aussi des hautes exigences de performance, typiquement je leur donne cette image-là. Je leur dis, mais identifie-toi comme un athlète et tu vas immédiatement te rendre compte en fait là où ça joue pas dans ton hygiène de vie. Parce que si tu vis comme tout le monde, tu obtiendras le même résultat que tout le monde. Donc si tu veux avoir une vie qui est au-dessus de la moyenne, tu dois payer le prix de ça en fait. Parce que si c'était aussi simple, tout le monde aurait les bénéfices de ça. Et non, c'est pas si simple. Il y a effectivement des sacrifices. Oui, puis surtout, les bases, tu dis, je me focalise maintenant beaucoup sur l'aspect physique parce que j'ai fait le travail psy avant, mais c'est aussi qu'en fait, les bases de la santé physique et psychique, c'est exactement les mêmes. Et finalement, l'aspect psychologique, c'est la fine couche qui va faire le dernier déclic, qui fait un peu la petite différence. Ouais, mais on ne peut pas prétendre, et c'est là toute la difficulté aussi des fois, quand des gens viennent en consultation, pour un truc où ils s'attendent à avoir un déclic. Puis finalement, je sais que tu parles beaucoup de ça aussi. On commence à leur dire, en fait, c'est quoi votre alimentation ? Comment vous dormez ? C'est comment vous vous hydratez ? Finalement, ils disent, mais en fait, je suis pas venu, je pensais pas que ça impliquait tout ça. Ouais. Donc ça peut des fois aussi être gros à recevoir, mais c'est nécessaire. Et là, justement, en étudiant toutes ces choses en parallèle, parce que c'est vrai qu'on n'étudie pas que... Je dis en parlant aussi de toi, parce que je sais que tu es comme ça, on n'étudie pas que des techniques psy, mais on a vraiment un champ qui est extrêmement large dans les différentes composantes d'une vie humaine. Et là, ça fait peut-être 1 an où je me dis, en psycho, on manque énormément de cours de nutrition. Franchement, il n'y en a pas. Oui, clairement, on n'en a pas. J'aurais préféré avoir un cours d'introduction à la nutrition que d'introduction à la psychanalyse freudienne. Véritablement, je pense que ce serait beaucoup plus utile pour les gens
d'avoir pour les psys, d'avoir cette introduction à la nutrition que d'avoir des cours qu'on ne va jamais utiliser dans notre pratique. Tout ce qui est aussi endocrinien, je trouve qu'on devrait vraiment avoir des connaissances en endocrinologie et on devrait pouvoir avoir des connexions avec des médecins qui savent travailler là-dessus de façon positive pour des rééquilibrages hormonaux, des choses comme ça. À chaque fois que j'ai pu collaborer avec des nutritionnistes ou des médecins sur ces sphères-là, j'ai vu des résultats, mais juste incroyables. Et quand j'accueille des gens qui sont aussi en parallèle avec un suivi, avec un psychiatre, j'aime pas du tout ça. Ça fait partie des choses où dans l'analyse de la demande, généralement, je dis terminez ce que vous êtes en train de faire de votre côté. Parfois, ça arrive que j'ai des gens, dans certaines situations, j'accepte, où ils sont en train de faire un truc en parallèle. Mais j'ai une jeune femme où on a vérifié son alimentation et autres. On se rendait compte qu'il y avait vraiment des problèmes là-dedans. Elle a été posé la question à son psychiatre, donc médecin psychiatre, faut quand même le dire. Est-ce qu'il y a une relation entre l'alimentation et la dépression? Elle lui a demandé. Et son psychiatre lui a dit ah non, absolument pas du tout. Tu vois, enfin. Bon, on va quand même le dire parce que c'est le podcast, mais oui, il y a aujourd'hui, on a des décennies d'études scientifiques qui montrent qu'il y a une relation entre l'alimentation et la santé mentale. Et évidemment aussi avec la dépression. Donc c'est délirant. On est je crois que c'était encore cette année, donc on est en 2023, et on a un médecin psychiatre qui répond à sa patiente qu'il n'y a aucune relation entre ce qu'elle mange et son état psychologique. Et dernièrement, j'ai aussi accueilli une jeune femme qui est anorexique. Ça fait 1 an que elle croque dans une pomme de temps en temps. Et je lui ai demandé qu'a révélé sa prise de sang au niveau des carences alimentaires. Elle m'a dit mais quelle prise de sang? Donc elle est suivie par un bataillon de médecins psychiatres. Il n'y en a pas un qui a pensé à faire une prise de sang. Par contre, ils ont pensé à lui prescrire de la sertraline, enfin un antidépresseur. Mais et là, on se dit mais il y a une vraie lacune en fait. C'est ce qu'on appelle le psychologisme en fait. C'est de tout voir sous l'angle de la psychologie. On pourrait encore discuter un bon moment. Mais là, moi, je t'ai dit, j'ai jusqu'à lundi matin. Bon, écoute, on va te laisser les clés d'ici. Et puis, tu peux partir. Voilà, tu pars dans un monologue. Je fais tout le week-end. Je vais juste faire une sieste et puis je reviens pour te poser la suivante. On est gentiment autour des 1 heure. Déjà, merci beaucoup pour l'échange et puis pour la richesse de ce que tu apportes. Merci pour ton investissement dans le monde de la psycho, pour tes clients aussi dans ma carrière, parce que tu as été, je pense, le premier à m'écrire quand je commençais à réfléchir, à me lancer, et à me parler du coaching, solution focus, à m'encourager, à me dire vas-y, lance-toi, c'est possible. Donc déjà merci pour ça. Merci. Et puis voilà, est-ce que tu as peut-être un mot de la fin ou des choses où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler j'ai un site internet qui s'appelle patricksantilli.com où là on le nourrit et tout ce qu'il y a comme nouveaux projets, nouvelles formations, des événements. Il y a un blog aussi qu'on s'efforce de nourrir assez régulièrement. Donc tout est sur patricksantilli.com. Puis sinon, un mot de la fin, c'est juste que en fait, ça vaut vraiment la peine d'avoir une belle qualité de vie. Et je crois que c'est vraiment possible de façon beaucoup plus simple que ce que certaines personnes qui sont dans des situations compliquées peuvent l'imaginer. C'est pas tellement de faire une grande chose qui va faire en sorte qu'on va aller mieux, mais c'est de comprendre les petites choses qui sont indispensables. Et c'est juste une régularité dans des petites choses qui font qu'on peut avoir une belle qualité de vie. Et ayant connu une qualité de vie pitoyable et ayant connu une qualité de vie merveilleuse, franchement, ça vaut la peine. Merci. Avec plaisir.